Je déclare la réunion du 25 mars ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je n'ai pas d'excusés. Est-ce que vous avez des excusés chez vous? Personne. Personne. Et Nicole, comme d'habitude. Voilà. Oui, Virginie. Ok. Maxime Degé n'est pas là non plus pour le moment. Je suppose qu'il va arriver. Luc? Oui, ils sont collés généralement les jeudis après-midi. Ok. L'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour ainsi que l'ordre du jour des questions d'actualité vous ont été envoyés par email avant le début de la séance. Je vous rappelle de bien vouloir allumer votre micro lorsque je vous donne la parole et de le couper à la fin de votre intervention. Je vous rappelle également que nos travaux de ce jour portent sur les réponses du Collège provincial aux interventions sur les rapports d'activité 2020. Le point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2021. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la relecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je vais vous faire le résumé du procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 22 mars 2021. La réunion est présidée par Monsieur Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne Tanz de Bruges en visioconférence et de moi-même en présentiel. La séance est ouverte à 16h35. 54 membres y assistent. Madame la directrice générale provinciale assiste à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 février 2021. L'Assemblée entend la réponse du Collège provincial à la question d'actualité reprise sur le document 2021-A16. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 2021-177 à 179, 2021-181, 2021-183 et le document 2021-187. L'Assemblée adopte les documents 2021-180, 2021-184 à 186 et le document 2021-188. Le Conseil provincial prend connaissance des rapports d'activité 2020 concernant la culture, les fonds européens, les relations internationales et institutionnelles, la communication, la santé, les affaires sociales, les sports, la transition numérique, les infrastructures et le développement durable, l'agriculture et la ruralité, l'administration, les sanctions administratives communales. Le procès-verbal de la réunion du 25 février 2021 est approuvé. La séance publique est levée à 18h15. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Le point 2 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. Vous avez reçu par mail l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 2 points. Le document 2021-17, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à l'Assemblée générale extraordinaire de la SA Société de gestion du Bois-Saint-Jean, et le document 2021-18, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la demande de permis unique soumis à l'étude d'incidence de Liège-Airport. Pour la première question, référencée à 17, je donne la parole à Monsieur Julien Van de Bury. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues membres du Collège, du Conseil et de l'administration provinciale, donc voilà, ma question est relativement simple. Demain a lieu une assemblée générale de la SA Société de gestion du Bois-Saint-Jean qui s'occupe entre autres du country hall. À l'ordre du jour figure un point très important, me semble-t-il, qui est l'approbation du rapport complémentaire du CA quant aux perspectives d'avenir de la gestion du country hall, tel que sollicité par le gouvernement de la FOEB en sa séance du 28 janvier 2021. À ma connaissance, le point n'a pas fait l'objet d'un examen en commission du Conseil. Je suis membre de l'Assemblée générale et je ne sais pas ce que je dois faire demain. Je ne connais pas la position donc ni du Conseil, ni a fortiori celle du Collège. Et je me demandais comment les délégués provinciaux devaient se positionner, voire même s'ils devaient tout simplement participer à l'AG qui aura lieu demain. Je vous remercie d'avance. Merci, Monsieur le chef de groupe. Je donne la parole à Madame la députée provinciale vice-présidente pour la réponse du Collège provincial. Tu as la parole, Cathy. Merci, Monsieur le Président.
Monsieur le conseiller, donc au nom du Collège provincial, je vais faire le point sur ce dossier important pour la province, pour son rayonnement, mais aussi et surtout pour son budget. Et donc, en introduction, je vous renverrai au mail que Madame la directrice générale provinciale vous a adressé lundi soir, mail par lequel elle vous confirme que le point n'est pas porté à l'ordre du jour du Conseil et donc pas non plus de commission, dès lors qu'aucune disposition du CDLD ne le prévoit. Comme elle vous l'écrivait plus en détail, dans le Code, l'article L1523-12 relatif aux intercommunales, qui prévoit que le Conseil provincial, notamment, vote sur l'ensemble des points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Cet article n'a en effet pas d'équivalent ailleurs dans le Code en ce qui concerne la participation provinciale dans des entités tierces. Cependant, le Country Hall de Liège et la Société de gestion du Bois-Saint-Jean étant certainement, comme la province d'ailleurs, à un tournant de leur histoire, il nous importe de prendre le temps de vous en expliquer le contour. Petit historique rapide pour commencer. En 1992, la communauté française rachète le Bois-Saint-Jean au Standard. En septembre 2007, le gouvernement de cette même communauté française marque son accord sur le maintien de la société de gestion créée depuis lors et sur les dotations annuelles, notamment celle de la province de Liège à hauteur de 750 000 €. Il marque aussi son accord sur la cession à titre gratuit de 300 parts détenues par la province en échange d'un droit d'occupation de 15 jours de la salle polyvalente. Enfin, pour ce qui nous concerne ici, l'intervention annuelle de la communauté est fixée à 1 million d'euros dans la société de gestion. En février 2020, la ville de Liège entre dans l'actionnariat de la société anonyme Société de gestion du Bois-Saint-Jean. En juillet 2020, l'Assemblée générale, sur rapport du conseil d'administration, décide à l'unanimité d'autoriser la poursuite de l'activité de la société jusqu'à la tenue de la prochaine séance extraordinaire de l'Assemblée générale. Et enfin, en janvier dernier, en janvier 2021, l'Assemblée générale extraordinaire décide à l'unanimité de reporter à la date du 26 mars 2021 la tenue d'une nouvelle Assemblée générale extraordinaire et d'autoriser la poursuite des activités de la société jusqu'à cette date. Depuis plusieurs mois, les organes de la Société de gestion du Bois-Saint-Jean ont par ailleurs reçu plusieurs nouvelles études. Tout d'abord, un audit technique du Country Hall réalisé par SECO à la demande d'Essetia, c'était en novembre 2019, en vue de l'établissement des postes de travaux à prévoir et à prioriser dans le temps. Ensuite, une étude du CGFA de l'Université de Liège en juin 2020, dont l'objectif était d'identifier des pratiques de gestion, des actions et des événements pouvant être mis en œuvre et organisés au Country Hall pour densifier son calendrier d'animation et donc augmenter ses recettes. Et enfin, notamment sur base des 2 premiers documents cités, une étude ECLO de février 2021 sur l'analyse de la situation financière, cette fois à court terme, et sur les pistes de développement possibles. Si vous le permettez, je vais m'arrêter sur cette dernière étude financière, ECLO. Que disait-elle ? ECLO formulait plusieurs recommandations à court, moyen et long terme. Ainsi, pour ECLO, la problématique de pérennité à court terme semble pouvoir être solutionnée moyennant un accord des différentes parties sur les modalités de réaménagement du loyer dû à Essetia et rééchelonné de 2033 à 2042 inclus pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et de 2024 à 2042 toujours inclus pour la province. Il faudrait donc réaménager le loyer dû jusque 2042. En clair, on le diminue pour faciliter la gestion quotidienne, mais on allonge le délai. Pour arriver à une gestion simplifiée, ECLO précise toutefois qu'il est nécessaire de maintenir une adaptation des subventions annuelles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la province de Liège après 2024, de manière à garantir l'équilibre financier. On était ici dans la vision à court terme. Pour les moyens et long termes, ECLO pose 2 questions
particulièrement pertinentes et que, je pense, nous pouvons toutes et tous nous poser. Première question, les responsables politiques de la métropole liégeoise et les Liégeois eux-mêmes souhaitent-ils toujours que la région soit dotée d'une salle de type Zénith ou Arena de 5 000 à 7 500 places? Deuxième question, cette salle doit-elle être le Country Hall de Liège, qui existe d'ores et déjà, ou une autre salle du même type à construire à un autre endroit? Eclos poursuit en précisant que si au moins une réponse négative devait être apportée à l'une des deux questions posées, il préconiserait le scénario relatif à la vente du site. Notons par ailleurs, et c'est important, que selon Eclos toujours, développer l'activité au travers de la Société de gestion du Bois Saint-Jean impliquerait l'engagement de ressources complémentaires et l'exposition de coûts additionnels, ce qui nécessite une prise de risque complémentaire par rapport à la situation existante. Ces engagements sont budgétisés à hauteur de 200 000 €. En outre, ce développement de l'activité passerait également par la réalisation des investissements réalisés par Essetia et visant à moderniser et à mettre le site en conformité avec les standards attendus. Je vous ai mentionné cet audit technique SECO. Il parle d'investissements à consentir à hauteur de plus ou moins 1 million d'euros TVA comprise. Enfin, Eclos conclut que, dans tous les cas de figure, l'équilibre financier ne pourra être atteint sans que la Société de gestion du Bois Saint-Jean soit soutenue par des subsides à hauteur de minimum 500 000 € par an. J'ajoute que le conseil d'administration de la société de gestion évoquait lors de son conseil d'administration du 12 mars dernier un plafonnement des subventions annuelles de 750 000 € par an jusqu'au 31 décembre 2042, dont 500 000 à charge de la province, qui est moins qu'aujourd'hui puisque nous payons donc actuellement 750 000 € par an. L'idée, suite à cette étude Eclos, était d'étendre le prêt actuel consenti par Essetia jusqu'en 2042 et de revoir à la baisse les subventions octroyées par les pouvoirs publics. Un engagement de la province jusque 2042 était donc sur la table, celui-ci comprenant bien les travaux à réaliser, mais pas encore l'engagement d'un démarcheur commercial censé augmenter les activités au sein du Country Hall, dont les critiques, on le sait, de configuration sont toujours les mêmes. Ce n'est ni une salle de spectacle à 100%, ni une salle de sport à 100%, c'est un peu des deux. Dès lors, et pour répondre à la question d'Eclos sur les volontés des responsables politiques de la métropole liégeoise, plusieurs réunions se sont tenues et ont conclu à la fin des subventions octroyées par la province de Liège à l'échéance de notre engagement actuel en 2024. Pourquoi ? Vous n'ignorez pas que la province est à un tournant de son histoire, la reprise du financement des zones de secours est là et nous demandons à tout le monde de faire des efforts. Dans ce contexte, était-il raisonnable de repartir dans une convention qui nous lierait jusqu'en 2042 pour un outil dont la gestion n'est pas optimale ? 500 000 € jusqu'en 2042, soit de 20 ans, si on exclut 2021, ça représente 10 millions d'euros économisés ou non dépensés, c'est selon pour la province. En assumant les décisions prises par le passé, je vous ai retracé un bref historique, notre institution serait déjà intervenue à hauteur de plus ou moins 15 millions d'euros pour cette salle, 750 000 € par an, depuis 2005 jusqu'au terme de la convention qui nous lie en 2024. La situation financière de notre institution est ce qu'elle est et nous avons décidé de fermer le robinet, de ne pas nous engager au-delà de 2024 et donc certainement pas jusqu'en 2042. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Société de gestion qui se tiendra donc demain, il sera proposé aux administrateurs représentant la province de ne pas approuver le rapport complémentaire du conseil d'administration quant aux perspectives d'avenir de la société de gestion du Country Hall. Je parle de ces fameuses perspectives à court, moyen et long terme, suggérant un réétalement jusque 2042. À notre niveau, une attention sera par ailleurs marquée en ce qui concerne l'organisation de la Coupe du Monde indoor de hockey qui s'y déroulera
en février 2022. Et plus globalement, vous l'avez compris, la balle est dans le camp de la Fédération Wallonie-Bruxelles, propriétaire du site. J'espère, Monsieur Van de Bury, avoir répondu à votre interrogation. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la députée provinciale vice-présidente. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, moi, Monsieur le Président. Oui, Julien. Je remercie beaucoup Madame la députée pour l'ensemble de sa réponse. Je voudrais quand même dire que si je ne m'étais pas posé la question et je ne l'avais pas posée ici au niveau du Conseil, je ne saurais pas ce que j'aurais dû faire demain à 16 heures. Et je trouve que c'est quand même... j'ai bien lu effectivement la réponse de Madame la directrice à mon mail demandant la position qu'on devait adopter, mais je trouve quand même que même si le code ne le prévoit pas, il est quand même, comment je veux dire, d'un bon usage, entre autres des deniers publics, de prévoir et de consulter notre positionnement. Voilà. Mais donc j'ai maintenant ma réponse, mais je regrette d'avoir dû en passer jusqu'à une question d'actu au Conseil. Oui, merci. Oui, juste pour expliquer à M. Van de Bury, donc que nous avons eu, je l'ai dit, des réunions donc cette semaine et que un dossier, une décision a été prise en gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce matin. Et donc voilà, on aurait, je pense et j'espère de toute façon, fait passer le message à nos représentants et donc bien sûr à toi Julien, mais c'est vraiment tout neuf puisque c'est passé en gouvernement ce matin. C'est une info que j'avais pas. Donc voilà, je comprends bien. Merci. Voilà, je pense que nous pouvons passer à la deuxième question, la question référencée 2021/18, et je donne la parole à Madame Sandrina Gaillard. Monsieur le gouverneur, Monsieur le Président, Madame la directrice générale, chers collègues, le permis d'exploitation de Liège Airport arrive à échéance en 2 ans. Il convient de le renouveler et pour ce faire de réaliser une étude d'incidence. Elle devait commencer avec une réunion d'information préalable. Covid oblige, elle s'est faite sous la forme d'une présentation vidéo. Il s'agit pour Liège Airport d'expliquer ce qu'il compte faire. Les différents projets font l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier avec les communes de Maastricht et de Heisden. Le périmètre de l'étude d'incidence comprend pour le moment 18 communes de la province. D'autres communes de la province, comme Huy et Anu, veulent également faire entendre leur voix. Le samedi 6 mars, des représentants des 4 parties de la conférence des élus de Huy-Warem ont rencontré la direction de l'aéroport. Nous avions défini ensemble 4 axes principaux dans notre note de travail commune et nous avons reçu peu de réponses à nos questions. Et je sais aussi que la conférence des bourgmestres de Liège avait rencontré la direction la semaine suivante. Comme cette procédure touche à plusieurs arrondissements de notre province et de nombreux points relèvent de beaucoup de matières vues dans nos commissions, ne serait-il pas intéressant d'inviter la direction de Liège Airport lors d'un conseil provincial spécial, comme ce fut le cas pour Netis, en vue d'avoir un débat serein, positif et constructif au sein de notre Assemblée? Cela pourrait être, par exemple, en parallèle de la visite de l'aéroport prévue en juin de cette année, normalement. Cette disposition permettra de rendre accessible cette thématique aux citoyennes concernées. 2500 emails ont été envoyés à la commune de Grasse-Sologne, ce qui ne peut être qu'une avancée dans cette thématique ô combien passionnelle. Je vous remercie. Merci Madame la conseillère. J'invite Monsieur Luc Gillard, député provincial président, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Monsieur le gouverneur, Mesdames et Messieurs les conseillers provinciaux, Madame la directrice générale provinciale, le groupe écolo, par la voix de Mme Gaillard, mais aussi par écrit par la voix de M. Van de Bury, interroge donc le collège provincial sur la demande de permis unique soumis à l'étude d'incidence de Liège Airport. Permettez-moi tout d'abord de contextualiser temporellement la procédure qui est en cours pour le moment. Le rapport lié à l'étude d'incidence en cours est attendu pour mai-juin de cette année, effectivement. Sur base de celui-ci, l'objectif est d'introduire une demande de permis après les vacances d'été, aux alentours du mois de septembre.
Si ces délais sont respectés, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous vivez comme nous la crise, donc beaucoup de choses sont perturbées, mais donc, pour reprendre, donc si ces délais sont respectés, il est espéré d'avoir un retour en avril-mai 2022, stade après lequel il faudra traiter les recours potentiels, personne ne doute qu'il n'y en aura pas, hein, qui, en fonction de l'organe auquel ils seront introduits, seront suspensifs ou non. On peut donc raisonnablement considérer que plus d'une année à compter d'aujourd'hui sera nécessaire pour voir aboutir ce dossier. Comme vous le savez, en parallèle de cette thématique fondamentale pour l'avenir de l'aéroport de Liège, une autre procédure est en cours qui vise à renouveler le poste de directeur général de la structure. Celle-ci devrait aboutir, et elle, à mon avis, avec plus de certitude, en juin de cette année. Donc, en parallèle à tout ceci, j'avais proposé l'an dernier à notre président que le Conseil fasse une visite, vous l'avez rappelé, de l'aéroport, celle-ci permettant de mieux comprendre le fonctionnement du lieu, leader en matière de fret. Le Covid est passé par là et a reporté cette intention. Le calendrier lié à l'étude d'incidence le permettant, je vous propose d'attendre l'installation du nouveau management, donc fin juin. Un moment d'échange, alors cela sera possible, à mon sens, lors de cette visite. Et quand pourrions-nous l'organiser ? Je pense qu'entre l'installation du CIO fin juin et la fin de nos travaux, qui se situent généralement aux alentours du 15 juillet, si on peut trouver au travers de ce créneau la possibilité de à la fois faire la visite et contacts ont déjà été pris avec l'institution, nous pourrions organiser ce moment de questions-réponses, un peu comme nous l'avons vécu quand on a fait la visite d'Elicio. Chacun a pu, au management comme à une expertise, poser les questions nécessaires. Je pense qu'on a tout à fait là un créneau utile. Nous n'attendons pas le mois de juin pour organiser cette rencontre pour gagner du temps, parce que comme je vous l'explique, on est au début de la procédure et qu'elle n'aboutira de toute façon que dans le courant de l'année prochaine. On peut donc considérer qu'on est au bon moment finalement pour poser toutes les questions nécessaires et je ne doute pas un seul instant que l'institution, répondra en direct pour ce qui est possible et nous fera un compte-rendu et des compléments de retour si les questions nécessitaient un travail un peu plus de fond. Je pense que c'est le bon moment et j'ai le président dans mon dos, mais je pense qu'un contact avec lui-même, on va essayer de trouver cette date idéale et en espérant que nous pourrons nous déplacer en groupe. Voilà, je vous remercie. Merci, monsieur le député provincial président. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir ? Pas d'intervention. Nous pouvons donc passer au point 3 de l'ordre du jour, le document 2021-09, rapport d'activité 2020 concernant l'enseignement et la formation. J'invite madame la députée provinciale Muriel Brodeur-Villain à la tribune pour répondre aux interventions qui relèvent de ses compétences. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Madame la Directrice Générale Provinciale, chers collègues. Notre collègue Luc Lejeune m'interroge quant aux moyens nouveaux qui, dans le cadre du plan européen de relance, pourront être affectés à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments scolaires. Permettez-moi avant toute chose de me réjouir qu'au travers de ce plan et du vaste chantier initié par le ministre compétent, M. Frédéric Dardenne, une attention toute particulière soit accordée à la performance énergétique des bâtiments scolaires. Comme vous le savez, la province de Liège y est déjà tout particulièrement attentive. Et je me limiterai à citer pour mémoire les projets précaires à la Haute École et Rénoat pour plusieurs de nos bâtiments ou encore la construction récente de bâtiments passifs à la RAID ou Verviers. Bâtiments passifs dont la capacité individuelle est de l'ordre de 5000 m² et la consommation énergétique
proche de celle d'une habitation. Vous comprendrez que je ne dresserai pas à cette tribune la liste complète des projets prévus pour cette législature. Ils figurent, faut-il le rappeler, dans le plan stratégique transversal. J'épinglerai néanmoins, parmi les dossiers déjà subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la construction d'un nouveau bâtiment scolaire à l'EPOI, et pour lequel nous avons perçu un subside de 796 718 € pour un montant de travaux éligibles estimé à 1 327 864 €. J'épinglerai aussi la rénovation de plusieurs de nos internats et notamment le remplacement des châssis de fenêtres à Herstal et à la RAID. Nous avons perçu ici un subside total de 276 964,44 € pour un montant de travaux éligibles de 329 721 €. Il va sans dire que nous restons particulièrement attentifs aux possibilités de subventionnement que ce plan européen de relance permettra. Et nous pensons notamment ici à un dossier à l'étude actuellement lié à la mise en œuvre de la phase 4 du Campus 2000, à savoir la création d'un campus numérique. Quant à la question de la répartition des moyens entre les différents réseaux d'enseignement, permettez-moi tout d'abord de vous indiquer que ce sujet a déjà fait l'objet de plusieurs réunions au niveau de notre réseau, le CP11. Comme l'a fort bien rappelé M. Pascal Lafosse, président du réseau CP11, dans une carte blanche publiée ce mardi dans le journal Le Soir, nous restons convaincus que, et je le cite, « ce débat a l'aridité d'une guerre des chiffres. Nous sommes, et restons à notre niveau, attentifs à ce dossier et ne manquerons pas de l'évoquer très prochainement avec les collègues du réseau et en avril prochain avec le ministre Frédéric Dardenne que nous avons convié à une réunion. Ce sera l'occasion d'évoquer avec lui différents sujets. Pointons déjà, parmi les sujets d'actualité, l'enquête de nos équipes, tant celle de l'enseignement que celle des services techniques, sont occupées à compléter et qui a pour but d'objectiver les besoins en matière d'infrastructures scolaires, tout réseau confondu et tout niveau d'enseignement confondu. Pointons aussi, concernant les bâtiments scolaires, l'attention que nous portons, avec d'autres pouvoirs organisateurs du réseau, à la situation des bâtiments accueillant les sections de l'enseignement qualifiant pour le secondaire et de l'enseignement professionnalisant pour le supérieur. En effet, si ces bâtiments sont concernés comme tous les autres par les considérations énergétiques, ils doivent en plus respecter toute une série d'obligations supplémentaires, dont celles liées à la sécurité des lieux et des équipements. Il va sans dire qu'il s'agit là d'un enjeu tout à fait essentiel pour la province de Liège, en sa qualité de pouvoir organisateur d'un enseignement qualifiant et professionnalisant. Il s'agit aussi, au travers de la modernisation des bâtiments et des équipements, d'accompagner les nombreuses actions de revalorisation de cet enseignement que la province de Liège mène de longue date. Mon collègue André Denis et moi-même travaillons ardemment à rendre encore plus efficients nos bâtiments scolaires et je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée. Je vous remercie, Madame la députée provinciale. Le Conseil prend connaissance donc du rapport d'activité 2020 concernant l'enseignement et la formation. Les points 4 et 5 de l'ordre du jour ont été regroupés, à savoir le document 2021-03, rapport d'activité 2020 concernant les relations avec les territoires, les villes et les communes, et le document 2021-RA13, rapport d'activité 2020 concernant le tourisme. J'invite Monsieur le député provincial Claude Klinkenberg à la tribune pour répondre aux interventions sur ces deux rapports d'activité. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Madame la Directrice Générale Provinciale, chers collègues. Monsieur Rassa, vous m'interrogez sur le réseau Point E en province de Liège. En effet, le groupe PTB souhaiterait avancer quelques idées pour améliorer le fonctionnement et l'usage de ces outils de promotion du réseau Point E. Monsieur le conseiller, permettez-moi d'abord de m'étonner. En toute amitié, et je dois vous aborder un sujet qui a été longuement discuté et évoqué en 5e commission, avec déjà
des pistes d'amélioration suggérées par les commissaires, telles que relayées par notre collègue et ami M. Luc Lejeune à la tribune du Conseil dans son rapport de lundi dernier. Cela étant dit, je ne bouderai pas mon plaisir, car vous me donnez l'occasion de m'exprimer sur un formidable outil qui s'est imposé avec force dans le paysage touristique provincial. En effet, et vous l'avez salué, en 5 ans, grâce à l'action combinée de la province, de la région et des communes, une petite révolution s'est opérée en matière d'infrastructures de mobilité douce et de vélotourisme, lesquelles connaissent un engouement populaire sans précédent. Aussi, je vous remercie pour les suggestions que vous avez formulées pour améliorer encore la promotion et l'exploitation de notre formidable réseau .NE. Tout d'abord, concernant la création d'une communauté d'usagers pour les différents parcours cartographiés, vous n'ignorez pas qu'une communauté importante gravite déjà en ligne autour du réseau et de sa page Facebook, qui comporte pas moins de 5000 abonnés et s'appuie sur une forte réactivité de ses membres. Par ailleurs, les statistiques de fréquentation du site web dédié montrent une augmentation du trafic, tenez-vous bien, de 456%. Une fréquentation qui ne faiblit d'ailleurs pas en dehors des campagnes de promotion, preuve de public qui se fidélise de plus en plus. Autre indice de la grande popularité de notre réseau, les 2 premières cartes disponibles en ligne ont généré près de 3000 téléchargements, en plus des cartes papier, qui partent évidemment comme des petits pains dans les différentes maisons du tourisme. Via nos outils web et notre page Facebook, dont je viens d'illustrer le succès, nous sommes déjà extrêmement attentifs au retour d'expérience des utilisateurs qui s'y expriment. On peut ainsi distinguer 2 grands types de remarques. Premièrement, le balisage, endommagé d'abord, fait l'objet de nombreux signalements via le site web et nous efforçons d'intervenir rapidement sur le terrain tout en assurant une réponse personnalisée à l'utilisateur. Nous avons également la chance de disposer d'un réseau de quelques fidèles informateurs qui pourraient se voir renforcés d'une équipe de, vous l'avez souhaité, parrains-marraines bénévoles. Ceux-ci s'engageraient à sillonner ponctuellement le réseau et nous avertir également des problèmes rencontrés. Deuxièmement, le second type de retour d'expérience relève davantage de considérations générales, questions et remarques diverses. Elles s'expriment et sont traitées directement via notre page Facebook. Parallèlement à cela, nous réalisons également des comptages à différents endroits afin de mesurer la fréquentation et cerner le profil des utilisateurs de nos réseaux. Ces différentes informations rassemblées nous aident à justifier et revoir, si nécessaire, notre stratégie pour le déploiement et l'entretien du réseau. Maintenant, pour ce qui concerne votre proposition d'une cartographie interactive et augmentée du réseau, le type de planificateur que vous imaginez, Monsieur le conseiller, est déjà en cours de développement à l'échelle de la Wallonie. L'utilisateur pourra ainsi sélectionner des informations qui l'intéresseraient, hébergement, sites visitables, réparateurs ou toute autre possibilité à proximité du circuit qu'il compte découvrir à 2 roues. D'après le CGT, cet outil est susceptible d'être disponible pour cet été. Toutefois, en attendant ce fameux planificateur wallon, il est à noter que le site de notre Fédération du tourisme propose depuis 2018 un outil semblable pour créer son itinéraire en ligne et ensuite le télécharger. Certes, si ce dernier ne permet pas la remontée d'informations sur l'offre touristique, il fait malgré tout la promotion d'une trentaine de balades, clés en main, très variées. Venons enfin à votre dernière proposition visant à promouvoir et diffuser la cartographie de notre réseau en open data pour le développement éventuel d'applications tierces. À ce jour, seuls que quelques opérateurs exclusivement néerlandophones utilisent cette cartographie. En effet, nos services envoient régulièrement les traces GPX du réseau à destination de différentes plateformes. Par ce biais donc, nous attirons déjà de nombreux vélotouristes chez nous. Dès lors que le réseau est pour l'instant en constante évolution, cela nous impose de mettre systématiquement à jour ces données, mais aussi à nous assurer que ces opérateurs en fassent de même. Et c'est évidemment là le point le plus délicat. Une fois le réseau achevé, soyez assurés que nous n'aurons aucun souci à diffuser largement ces cartes en open data via le site de Liège Europe Métropole et de liègetourisme.be au bénéfice de la promotion et de la découverte de notre bel outil dont nous pouvons résolument toutes et tous être fiers. Enfin, avant de répondre à votre seconde interpellation, Monsieur le conseiller, je veux dire que c'est Noël avant l'heure, puisque j'ai le plaisir de vous faire remettre, je les ai ici, je vous les remettrai après, les 4 cartes .NE existantes, les 2 autres sont en production. Pour rappel,
ces cartes sont réalisées par la Fédération du tourisme et nous en mettons 1000 à disposition. Si les maisons du tourisme souhaitent en faire plus, elles peuvent, évidemment, au prix coûtant, qui est vraiment un prix très intéressant pour eux. Tout ça a été discuté en 5e commission, et donc je pense que je vais vous remettre également le slide qui a été présenté en 5e commission, qui aborde l'ensemble des problèmes. Abordons maintenant la question relative au plan provincial de mobilité, PPM pour les intimes. Je vous renouvelle d'emblée mes remerciements pour le vif intérêt que vous portez à cette matière. Pour rappel, ce plan provincial de mobilité constitue un des 5 volets du schéma provincial de développement territorial en cours d'approbation. Par rapport à la question du transport ferroviaire voyageurs, le mémorandum SNCB porté par la province et Liège Europe Métropole fait partie intégrante du plan. Le fait de disposer d'une vision stratégique partagée par l'ensemble des élus d'un territoire de plus d'1 million d'habitants nous a permis d'engranger ces dernières années de sérieuses améliorations de l'offre. Tout n'est évidemment pas parfait, mais le résultat aurait sans doute été nettement moins intéressant et différent si nous avions agi en ordre dispersé. De nombreux points restent à ce jour encore en suspens et le mémorandum fait l'objet d'une mise à jour tous les 3 ans, c'est lié avec les travaux de la SNCB, en vue du plan de transport suivant, alimenté par les relevés et les analyses. À propos du développement de lignes de bus express intervilles, c'était notamment la ligne nationale 63 de l'axe autoroutier Baptiste-Verviers-Malmedy-Saint-Vite. Celle-ci figurait bel et bien dans le PPM, auquel les représentants de l'OTW, l'opérateur de transport de Wallonie, étaient pleinement associés. Si les modalités de mise en œuvre peuvent être discutées, on retiendra en tous les cas que ce principe est acquis. Il appartient à présent à la région de l'amplifier et d'éviter les écueils rencontrés lors de la mise en service de la ligne 4 Liège-Marche. Pour terminer, permettez-moi d'évoquer les communes Wallonie cyclistes. Le plan provincial de mobilité n'a jamais eu l'ambition de traiter la question des déplacements cyclables utilitaires. Si la province est une échelle évidemment pertinente pour développer un réseau de vélotourisme, et elle le fait de manière remarquable, me semble-t-il, il n'en est pas de même pour les déplacements quotidiens vélo. Compte tenu des distances parcourues, ceux-ci sont avant tout du ressort de l'échelle communale et doivent être planifiés dans le cadre de plans communaux de mobilité ou de plans intercommunaux de mobilité, lorsqu'on est dans un contexte d'agglomération, comme par exemple Liège ou Verviers. Pour conclure, soyez assuré, monsieur le conseiller, que la province reste et restera soucieuse de cette problématique et que Liège Europe Métropole suit également l'évolution du plan urbain de mobilité liégeois et d'autres plans communaux de mobilité afin de tenir à jour notre plan provincial qui se veut bien évidemment constamment évolutif. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et, le cas échéant, nous sommes évidemment à votre entière disposition à la Fédération du tourisme ou moi-même pour répondre à d'autres questions en termes de mobilité douce ou de développement touristique. Merci. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Après votre réponse, je crois que le Conseil prend connaissance des rapports d'activité 2020 concernant les relations avec les territoires, les villes et les communes, ainsi que le tourisme. Point 6 de l'ordre du jour, et je vois que monsieur le député donne déjà un petit cadeau à Rafik, c'est bien. Point 6 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 22 mars 2021. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 29 avril à 16h30. Je vous remercie. Bonne fin de journée.